Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de serendipity et du fait que le monde est tout petit, de rester fidèle à son histoire photographique, de revenir à ses premières amours, d'aider les autres à devenir meilleurs pour devenir meilleur soi-même, du 1% pour la planète, du caractère des animaux, de contraste, de Sylvain Wiltord pendant la finale France-Italie de l'Euro 2002, de rafale surprise, de corder les raquettes et de le faire de mieux en mieux, de construire son message plutôt que de le trouver, mais surtout, on parle de savoir-faire, de faire savoir et de tout ce qui se trouve entre les deux. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Laurent Baheu. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. Bienvenue dans cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. On a mis un certain temps à se caler avec Marilyn. C'est beaucoup ma faute parce que j'ai beaucoup de mal à suivre les emails. Mais je suis ravi de t'avoir enfin dans le podcast. Et pour la petite histoire, tu es la recommandation de Christophe Brachet. Et juste pour situer un petit peu, parce que ça, je trouve ça fou quand même. Moi, je regardais tes livres dans les librairies et je me disais, Laurent Baheu, c'est chouette, ce serait chouette un jour de l'avoir dans le podcast, tu vois, mais bon, t'étais loin. Et Christophe, je l'ai raconté dans son épisode, mais je l'ai rencontré en allant faire réparer ma montre. J'ai été mis en contact avec lui en allant faire réparer ma montre à l'Apple Store et en discutant avec la demoiselle qui m'a pris en charge, qui était une de ses amies, qui nous a mis en relation. Et je ne sais pas si tu connais le terme américain serendipity, c'est cette espèce de hasard de la vie qui te met au bon endroit au bon moment. Eh ben, la serendipity te mène très loin parce qu'en fait, je me suis retrouvé, je me rappelais de Christophe, je me rappelais plus de son nom parce que je l'avais vu chez Sony sur un salon de la photo. Je me suis retrouvé face à lui au moment où je pensais à lui et lui m'amène à toi et je trouve ça extraordinaire en fait, les hasards de la vie, comme ça peut. Le monde est tout petit, hein, ça en peut fait. exactement. On s'aperçoit que voilà, c'est un village. Non, mais quand tu parles photo, après, tu restreins le cercle et puis entre passionnés, tu t'aperçois que tout le monde connaît un peu tout le monde. Ouais, surtout quand vous êtes tous chez Sony et que. Ouais. Bah, avec Christophe, effectivement, l'histoire est voilà. Moi, j'apprécie beaucoup son travail et puis on a eu la chance de se croiser quelques fois, donc je pense on s'apprécie mutuellement et donc c'est plus facile. Ouais. C'est clair, mais c'est beau en tout cas d'en arriver là, de se retrouver face à face tout d'un coup par le plus grand hasard et c'est vraiment chouette. La première question de l'épisode, c'est l'elevator pitch. Tu es dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et il était connu pour ça, pour attraper des gens dans l'ascenseur et leur donner 3 étages pour expliquer qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Il n'était pas très sympa d'ailleurs parce que des fois il virait des gens comme ça à la sortie de l'ascenseur, mais si tu te retrouves face à lui et que tu dois lui résumer en 3 étages qui tu es et ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis ? Super dur, hein. Putain, c'est une grosse pression, ça m'est jamais arrivé ça, heureusement d'ailleurs, mais qu'est-ce que je lui dis, que je suis français, que je suis né à la campagne, que j'ai grandi à la campagne, que j'ai basculé sur la photo assez tardivement à travers le sport, que ça a été une grosse passion, que c'est toujours une grande passion pour le sport, mais pour l'image en particulier, que j'ai basculé ensuite sur un peu lassé de la vie citadine, de la foule des grands stades, des comportements humains un peu excessif, que je me suis tourné vers les autres espèces qui habitent cette planète et pour mon plus grand plaisir, ça fait 20 ans que je photographie la grande faune, les grands mammifères notamment, voilà, et tout ça en noir et blanc parce que ça fait partie de mon histoire avec la photographie. J'ai commencé en argentique, en noir et blanc. D'accord. Tu continues à faire des photos de sport ou pas ? Ou plus du tout ? Ça fait 10 ans que je ne fais plus, c'est marrant cette question parce que c'est très intéressant, ça fait 10 ans que je ne photographie plus le sport, mais on m'a récemment sollicité pour un événement prochain qui a lieu dans 2 ans, un événement d'envergure internationale et pour un média d'envergure
assez intéressante aussi. Donc, je vais certainement m'y recoller avec grand plaisir, en fait, et retrouver mes anciens collègues, voilà, et retrouver les terrains de sport. Après 10 ans, le retour aux sources. Exactement, exactement. Ça me fait plaisir et ça me fait plaisir qu'on me l'ait proposé sans que je l'ai vraiment cherché. En plus, c'est ça qui est drôle. C'était un peu par hasard et donc ça me fait très plaisir qu'on pense encore à moi pour ce genre d'événement. Et ouais, non, si, c'est motivant. Ouais, c'est motivant et je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir. Quand t'es parti, j'imagine que t'en avais peut-être un petit peu marre aussi de ce rythme-là. Enfin, c'est un rythme de fou. Ouais, De faire ce genre c'est-à-dire de qu'en choses. plus, quand t'es à Paris, un peu un passage obligé quand tu travailles pour, comme je le faisais, pour les grandes agences, les grands médias, du sport, ça s'arrête jamais. En fait, l'actualité sportive, c'est un peu un rouleau compresseur et les événements s'enchaînent les uns après les autres. Et c'est vrai que tu peux être amené à saturer et à une certaine lassitude, à une certaine routine. Même si c'est génial de participer à tous ces événements en tant que spectateur privilégié, hein, parce que t'es au bord des stades, t'es sur l'aire de jeu ou juste au bord. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis dans ces ambiances souvent festives. Mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de pression, parce que tu couvres l'actu, que tu dois transmettre les images en temps réel, tout de suite, parce que les gens attendent tes images. Donc il faut pas, en plus ne pas te rater sur les moments marquants de l'événement, sur les buts, sur les choix, sur les instants décisifs. Et donc c'est aussi assez usant, hein. Donc voilà, puis ça conjugué, si tu veux, à la vie citadine parisienne, quand tu es fondamentalement plutôt un campagnard qui a vécu, qui a eu la chance de grandir entouré de nature et un peu peinard dans la campagne poitevine, bah voilà. Donc tout ça, petite saturation, et oui, mais je reviendrai sur des événements choisis avec grand plaisir. Je vais te poser une question que on va aborder un peu plus loin, mais tu disais l'instant décisif en sport. Ce côté de ne pas pouvoir rater l'instant décisif en sport, tu t'en sers Ouais. aujourd'hui? C'est quelque chose. Ouais, carrément, ça a été pour moi une école formidable. L'école du terrain sportif, ça a été une école géniale. Enfin, moi, je suis totalement autodidacte. C'est-à-dire que j'ai commencé par vouloir écrire, par vouloir être rédacteur sportif, en fait, hein. Moi, je voulais raconter les événements sportifs, quoi. C'était le journalisme qui m'attirait, mais le côté rédactionnel. Et puis j'ai proposé mes services à un petit quotidien départemental à Poitiers, Centre Presse. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont demandé de faire des photos parce qu'ils n'avaient pas de gros moyens et qu'il n'y avait pas 36 000 photographes dans le journal. Donc ça a commencé comme ça. Donc Ouais. je me suis fait prêter un appareil et puis j'ai dû tout apprendre très rapidement parce En que j'avais argentique. quand même un peu d'orgueil et de fierté, et que quand tu vois le lundi matin après le week-end sportif, euh, les photos signées de ton nom, et quand c'est flou et quand c'est minable, bah t'as honte, quoi. Donc rapidement tu te dis, bah je vais tout faire pour euh, pour m'en sortir, pour apprendre à faire des images qui tiennent la route, quoi. Et voilà. Et en plus c'est du reportage, si tu veux. Donc des conditions de lumière sans arrêt changeantes. Tu passes de l'intérieur à l'extérieur, de l'ombre à des parties ensoleillées, des salles très mal éclairées, etc. Il faut que tu t'adaptes en permanence aux conditions de lumière, et ça, c'est une école formidable. Ah, c'est rétrospectivement, tu dois t'en servir tous les jours en fait, même au milieu de la savane. Exactement, exactement. Moi, j'ai tout appris de ça. Et puis, tu parlais de l'instant décisif. Et effectivement, tu as en plus à saisir souvent le mouvement, ce qui n'est pas la chose la plus facile en photographie. Voilà, donc des sujets mobiles, des sujets qui bougent. Donc ouais, c'était une super école, ouais, super école, et je m'en sers tous les jours avec effectivement les animaux, même si ma pratique a un peu évolué et où je cherche moins le spectaculaire et le mouvement aujourd'hui que quand j'ai commencé, quoi.
avec les animaux. Et ça va être l'occasion de faire le premier parallèle, en fait, parce que si on doit te résumer pour le grand public, pour te résumer en un mot, je pense qu'on va dire photographe animalier. Ouais, oui, bah, les gens aiment bien avoir des Ouais, repères. aime bien Alors avoir des même cases si, et des repères, ouais, mais ouais, c'est ça, photographe animalier, même si je me sens pas moins animalier que, tu l'as dit tout à l'heure, mm, portraitiste, que bah, après animaliste, mais ça c'est parce que j'y attache mes convictions ouais. et mon militantisme, mais voilà. Bah, on va revenir sur le côté justement portraitiste parce que c'est la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé sur ton site. Ça aurait été des humains, ça aurait été pareil en fait. C'était le même. Enfin, il y a des portraits que tu as fait, j'aurais pu faire les mêmes sur des mariages avec des gens en train de se marier. Il y a des photos d'ailleurs qui ressemblent énormément. Et quand je dis, on peut faire des parallèles entre les différentes spécialités et apprendre de chacun des uns des autres, je crois que tu es certainement un des plus beaux exemples que j'ai eu de ça dans les invités du podcast. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est un peu le sens de ma démarche Mm. aussi et voilà, moi je les vois comme des individus à part entière, donc aller chercher un peu du caractère, de la personnalité de l'individu, quoi. On essaie de montrer ça. Ouais. Après, il faut pas que les gens qui nous écoutent apprennent trop de ce qu'on peut dire parce qu'ils vont devenir meilleurs que nous et Ah, ben, ça c'est gros souci après. je crois que pousser les gens à devenir meilleurs, c'est toujours une bonne chose parce qu'en fait, si eux deviennent meilleurs, t'as pas le choix, tu dois devenir meilleur. Et du coup, on Exact. devient tous meilleurs. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour terminer l'elevator pitch, on va parler de ton côté très engagé, puisque la première phrase de ton site, elle est pour la liberté des animaux. Donc je pense que ça passe avant la photo, puisque c'est la première chose qu'on voit en arrivant. Et je voudrais même qu'on aborde le 1% pour la planète, parce que c'est une association que j'aime bien. Même si moi, je ne l'ai jamais mis en place, faute d'organisation et de temps, mais j'y pense assez fréquemment. Il faudra vraiment que je me bouge pour le faire. Mais je pense que ce serait pas mal qu'on en parle, en fait, que les gens sachent ce que c'est Ouais, et bah, comprennent. oui, 1% pour la planète, bah c'est quelque chose de tout simple effectivement, mais que tu peux mettre en place enfin, dès l'instant où tu as une activité professionnelle, tu peux adhérer à cette organisation qui collecte pour redonner à des organismes qui œuvrent concrètement pour la préservation de l'environnement, de la biodiversité, etc. Donc ça me parle et ça faisait longtemps que je voulais le faire. On l'a fait cette année, là, enfin, Mm. après sortie de Covid et tout ça. Mais ouais, ça donne du sens, ça donne du sens. Enfin, moi, j'ai toujours, avant ça, j'ai déjà, à mon modeste niveau, soutenu pas mal d'initiatives d'associations et d'organisations qui œuvrent au quotidien à préserver. Et Dieu sait si il y a beaucoup à faire et Dieu sait s'ils ont besoin de moyens. Donc, mais là, oui, ça officialise un petit peu, quoi. Ouais, ça a le mérite de montrer où tu es, où tu te situes et ce que tu fais. Et Ouais. tu vois, bah, du coup, moi, j'y pense depuis longtemps. J'ai jamais pris le temps de le faire, mais je pense qu'on est tous dans ces cas-là à dire on va faire, on va faire. On le met pas toujours en place. Là, je le Ouais. dis publiquement, comme ça, je vais être obligé de le faire d'ici la rentrée. Et voilà. Et surtout que le 1%, c'est bon, c'est symbolique parce que Mm, tu peux effectivement ne donner que 1%, mais tu peux aussi donner plus. Hein. mm, C'est complètement libre et voilà. Donc mm. Mais ça c'est déjà c'est 1%. plutôt. Si tout le monde le faisait, je pense que ce serait Si pas déjà énorme. tout le monde faisait 1%, effectivement, ça serait énorme. On en est loin. Il y a de la marge. Il y a du potentiel. On pourrait vite arriver au niveau qui ont été donnés pour Notre-Dame quand elle a cramé. Et Voilà, c'est ça. c'est une surface autrement plus vaste à sauver que Notre-Dame quand tu donnes un pour cent pour la Légèrement, planète. légèrement. On va aborder le côté philosophie photo. La première question de cette partie, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Ah là là, quel livre j'offrirais à un photographe et pourquoi? Ça, c'est pas facile comme question. Je dirais, bah, je suis partagé entre. Le problème, c'est que moi, ça dérive tout de suite sur des choses qui me C'est une parlent plus. question un peu piège pour toi parce qu'effectivement, il y a tout le côté message qui est à côté du côté photo, qui a une part Ouais. prépondérante. Donc, tu peux tout à fait.
Si, suggérer autre chose. je vais un peu transformer en disant que moi, il y a un livre que j'aurais adoré qu'on m'offre et que j'aurais adoré découvrir plus tôt, et du coup aussi ce photographe et son travail, c'est Peter Bird, l'américain Peter Bird, qui a photographié, qui était un photographe de mode à la base, de la côte est américaine, et qui a commencé à photographier en Afrique, et qui a fait un livre dans les années 60, un livre assez génial, enfin moi que j'ai adoré, qui s'appelle La fin d'un monde en français, The End of the Game, et qui a rencontré notamment Karen Blixen, qui a écrit le fameux La ferme africaine, enfin j'avais une ferme en Afrique, etc., qui a donné qui est le film, enfin, qui est inspiré de son ouvrage Out of Africa. Ouais. Et ben moi ça me parle beaucoup parce que il a fait en noir et blanc un travail remarquable sur les grands mammifères d'Afrique, et en plus ça a été une source à la fois évidemment d'inspiration, mais aussi une source de compréhension de l'Afrique, de l'arrivée de l'homme blanc, de l'arrivée de l'homme occidental, des chasseurs, etc., de cette problématique de notre rapport aux animaux, avec la chasse, etc. Et non, c'est intéressant, ouais. Les années 60, en plus, c'est le moment où ça a commencé à partir en vrille, vraiment, quoi. Ouais, 60, 70, moi, tu vois, je suis né en 70, et j'ai l'impression que, donc ça fait un demi-siècle, j'ai 52 ans, et quand je vois, ouais, ce que déjà, on commençait à pointer du doigt, ce que quelques lanceurs d'alerte qui passaient des illuminés ou des hurluberlus commençaient à pointer du doigt, ouais, c'était il y a 50 ans. Si on les avait écoutés, je pense qu'effectivement, on a eu un demi-siècle d'accélération phénoménale et de destruction phénoménale du vivant sous toutes ses formes, animales ou végétales, et je paierais cher pour revenir, ouais, ne serait-ce qu'en 70, quoi, 50 ans en arrière, pour retrouver un peu le niveau d'état de la planète tel qu'il était. Ouais. C'était chouette les années 70, moi aussi je les ai connus un petit peu. Ça reste cool. Si je te demande ce qui te fait déclencher, c'est quoi le fameux instant décisif qui fait que tu vas appuyer sur le bouton? Moi je suis un peu un contemplatif aujourd'hui, tu vois, quand je te disais que j'ai un peu ma pratique a un peu évolué, parce qu'au départ j'étais plutôt à vouloir saisir du spectaculaire, du mouvement, des courses, etc. Et aujourd'hui je suis plus fasciné sur voilà l'instant décisif, mais ça va être juste la beauté de l'animal dans son environnement, et dans tout ce qu'il a de plus authentique, et de plus beau, en fait, quoi. Et ça peut être un moment tout simple, mais parce que la lumière est belle, parce que l'arrière-plan est beau, le cadrage s'impose à moi, en fait. La scène, en fait, j'ai l'impression que la scène est composée pour moi, et que je suis là, et que j'ai cette opportunité, ce privilège de pouvoir saisir ce que la nature m'offre, comme ça, des petits tableaux comme ça qui sont déjà là, quoi. Je crois que c'est Cartier-Bresson qui disait les images sont là, il n'y a plus qu'à les saisir, qu'à les ramasser, en gros. Et souvent j'ai ce sentiment-là, quoi. En parcourant la nature, tu t'aperçois que la nature compose des tableaux qui se mettent en place sous tes yeux, et que tu vois, alors que le peintre, lui, va composer là, c'est la nature qui fait le boulot, et toi, t'as plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Faut quand même le voir, le cadrer. Alors tout le travail et tout l'art consiste à voir ces moments-là, à voir ces instants-là, à voir ces cadrages-là. Mais ouais, c'est là, quoi. Enfin, j'invente rien, quoi. Enfin, tu vois, en tant que photographe, t'inventes rien. Tu ne fais que retranscrire ta vision de ce qui passe sous tes yeux, quoi. C'est clair, tu peux pas tricher. Enfin, tu peux tricher, mais ça demande. C'est encore une autre pratique de la photo. On va poser la question la plus évidente maintenant, comme ça c'est fait. C'est le noir et blanc. Pourquoi que du noir et blanc, et t'as jamais essayé, enfin t'as jamais publié des choses en couleur, ça t'a jamais traversé l'esprit, c'est vraiment que... Alors sur mon travail personnel, sur les animaux, non. Sur le sport, oui, parce que pour l'actualité sportive, on me l'a demandé principalement. Même si j'ai eu la chance de travailler
avec carte blanche pour certains magazines, et où là, ben, je pouvais retrouver le noir et blanc avec grand plaisir. Mais sinon, bah, pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie de mon histoire avec la photo. Moi, j'ai appris, je te le disais tout à l'heure, en autodidacte, au labo argentique, avant l'avènement du numérique au début des années 2000. Donc, moi, j'avais déjà une petite dizaine d'années, 8-10 ans de pratique argentique. Quand j'ai commencé dans mon petit journal de campagne, et ben, j'avais accès principalement à des films noir et blanc, à des films argentiques de Ford HP5 36 poses, et toutes les pages du journal étaient en noir et blanc. À l'époque, toutes les pages intérieures, il n'y avait que la une qui était en couleur. Et donc, on avait juste un film 12 poses pour faire une photo de couleur en une. Alors, avec le sport, 12 poses, fallait pas se rater, parce que pour sortir une image, tu vois, et la couleur coûtait beaucoup plus cher au développement, etc. Donc, c'est tout simplement pour ça, quoi. Alors que le noir et blanc et 36 poses, voilà, j'ai fait toutes mes armes avec ça, quoi. Tu parlais du Ilford HP5, j'ai pas vérifié, je me pose la question pendant que tu en parles. Est-ce que ton preset, tes réglages actuels sont basés sur ça, ou c'est un noir et Non, blanc plus non, personnel? Ça aurait non, été amusant que justement tu ailles rechercher ce rendu. ce rendu, ouais, non, parce que la HP5, elle avait une grande latitude, en fait, d'exposition, et on en profitait pour c'était une 400 ISO à la base, et on l'a poussé jusqu'au développement, en fait, hein, de manière artificielle. On l'a exposé jusqu'à 3002, donc jusqu'à plus 3, tu vois, 800, 1600, 3002, plus 3 diaph, elle encaissait assez bien. Donc, par contre, ça faisait beaucoup monter le contraste, effectivement, et c'est peut-être de ça que, tu vois, Ouais. ça me vient, ce goût pour des noirs vraiment noirs et des blancs vraiment blancs. Un sujet bien détaché. On va parler du contraste un petit peu plus loin, parce que c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux, mais au début, et je pense que ça doit être certainement ce qu'on retient beaucoup de toi. J'ai cru comprendre à un moment que tu shootes en noir et blanc, y compris dans le viseur. Ouais, Ouais. ça, grâce à... Merci Sony, hein, tu vois, je suis un peu remercié, mais c'est vrai, j'ai la chance d'être ambassadeur, comme Christophe Brachet, d'être ambassadeur Sony, mais c'est grâce à l'hybride, grâce à ces viseurs électroniques, où, en fait, quand tu appliques des réglages personnalisés sur ton boîtier, en l'occurrence du noir et blanc, à un niveau de contraste comme tu as envie, eh ben, tu vois directement dans ton viseur, à la prise de vue, avant même de faire ton image, y compris tes corrections d'exposition, etc. Tu vois ton image en noir et blanc. Donc, tu vois, là, je viens de passer, par exemple, 15 jours dans l'Arctique, du côté du Spitzberg, et j'ai eu l'impression, avec l'œil rivé dans le viseur, à faire aussi des paysages et tout ça, j'ai eu l'impression de passer 15 jours dans un pays en noir et blanc, en fait. C'était parce que à force, tu ne vois plus que comme ça, quoi. Si t'as que des pingouins sur la glace, t'as même pas besoin du preset. En plus, voilà. Mais en plus, non, mais voilà, mais tu vois, les montagnes à cette époque-là, les montagnes dans les fjords au Spitzberg, elles sont noir et blanc, parce que tu as une partie de neige, de glace qui est encore là, et une partie fondue. Donc la montagne est plutôt noire, et tu as ce noir et blanc déjà, c'est très monochrome, donc ça s'y prête merveilleusement, et je me suis régalé. Avant de parler du contraste, on va parler d'autre chose. C'est la première réflexion que je me suis fait en arrivant sur ton site. C'est que tu photographies les animaux comme des humains. J'ai une photo en tête en particulier. Je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'aurais pu faire ça sur un mariage, tout à fait. C'est deux chevaux. Il y en a un qui est de profil, un qui est de face. Enfin, je veux dire, c'est une photo qui a été faite et refaite sur des événements avec des gens, avec des humains et tout. Là, en plus, tu peux pas les diriger, donc on peut pas dire que tu l'as cherché forcément. Elle a dû se présenter à toi à un moment et tu l'as saisie. Mais c'est fou comme c'est humain. J'ai noté, tu vois. Est-ce qu'on photographie tous la vie finalement? Est-ce qu'on photographierait pas tous la vie finalement? Et c'est juste qu'on se rend pas compte qu'on photographie la même chose. Bah, je crois que c'est ça, en fait. Tu le dis assez bien, on photographie la même chose, parce que l'être humain est le seul animal à penser qu'il n'est pas un animal, hein. C'est pas de moi, mais voilà, on n'est pas le seul animal à penser, mais on est le seul à penser qu'on n'en est pas un. Et c'est ce qui nous a un peu détachés de tout ça.
mais oui, je pense qu'on peut photographier les animaux comme on photographie les hommes et effectivement, on photographie du vivant, quoi, la vie du vivant. On photographie des individus vivants et donc effectivement, ouais, il y a de fortes similitudes. C'est clair. Moi, j'ai photographié des gens à travers mon expérience de photographe de sport. Donc, j'ai fait des portraits et en y prenant beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que je retrouve souvent ça avec les animaux. Ouais. Il y a un truc que j'ai vu, ça doit être dans De l'art et du cochon dans la série, où tu dis je recherche le caractère de l'animal. Ouais, c'est ça. Oui, comme on le fait avec des êtres humains, en fait. C'est-à-dire Mm. que tu as envie de montrer un peu de la personnalité et du caractère de la personne. Et ben, c'est pareil avec les animaux. En plus, les animaux, ils vont pas jouer un rôle, ils vont pas tricher. Ils sont complètement nature et Mm. authentiques, si tu veux. Quand ils se présentent, ils se présentent pas à toi, c'est toi qui s'invites chez eux, mais la relation, elle est là. C'est-à-dire, quand l'animal te regarde, il est tel qu'il est, quoi. Mm. Il y met forcément de sa personnalité et de son caractère, parce que selon son humeur, selon la manière dont il va gérer ta présence, et voilà. Et tu vois, oui, il y a des traits, pour moi, il y a des traits de caractère qui se dégagent clairement, et tu peux un peu lire là-dedans les traits de personnalité, ouais. Et puis tu observes, et notamment chez les jeunes animaux, tu observes assez vite les caractères de chacun. C'est-à-dire que tu en vois qui vont être très curieux et pas du tout peureux, qui vont s'approcher. Tu en as d'autres qui se cachent derrière la mer. Enfin, tu vois clairement les différences de caractère, de personnalité. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et comme chez nous, en fait, hein, Mm. comme chez nous, Mais c'est exactement. marrant parce que les gens qui photographient de l'animalier, bon, la plupart du temps, le pendant commercial, c'est l'animal de compagnie. Et c'est souvent, enfin, c'est pas quelque chose dont on parle dans la partie commerciale, en fait, dans la partie, c'est pas je vais faire ressortir le caractère de votre animal. La plupart du temps, on dit je vais faire ressortir la relation entre votre animal et vous. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'humanise pas les animaux, enfin qu'on les considère comme inférieurs, entre guillemets. On s'abstient de les humaniser, en fait. On Ouais, s'abstient ouais, mais de les rapprocher de nous. ben, comme si se faire traiter d'animal, c'était une insulte en fait, et c'est oublier notre condition, quoi. Enfin, on est des mammifères, hein, nos femelles ont des mamelles pour allaiter nos petits. On a oublié ça aussi, mais on descend. Voilà, on fait partie de tout ça. On est une espèce parmi tant d'autres, et du coup, enfin moi, ça me dérange pas de me faire traiter d'animal parce que voilà, on est une espèce animale. Et alors après, ouais, on me taxe souvent voilà, il ne s'agit pas de tomber dans l'anthropomorphisme, mais il faudrait aussi un peu sortir de l'anthropocentrisme, quoi. C'est-à-dire on n'est pas seul à ressentir des émotions, on n'est pas seul à pouvoir exprimer des choses, y compris visuellement sur un visage. On est Donc, juste les plus costauds à l'heure actuelle, mais ouais, c'est tout. on est une espèce qui a bien réussi, mais qui se sert de sa réussite pour dominer tout le reste du vivant. Alors bon, là, c'est là que j'aime bien questionner. Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est éthique et tolérable aujourd'hui? Mm. Ouais. Alors juste pour refaire le parallèle par rapport au fait d'être portraitiste, euh, il y a pas longtemps, alors je sais pas si tu connais Annie Gozard. Annie Gozard, c'est une photographe mariage et famille que j'ai reçue il y a pas très longtemps dans le podcast et qui est une amie également. Elle a fait elle est passée dans un reportage sur M6 il y a quelques jours. Elle a posté la vidéo et donc je la vois photographier une famille. On la voit photographier une famille dans le reportage, donc les enfants qui sont trucs et tout. Et en fait, je vois tes photos, je vois il y a des vidéos sur ton site. J'ai vu la même chose. J'ai vu cette espèce de guet, tu sais, où tu es posé dans un coin avec ton appareil photo, tu attends qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une interaction. En fait, tu as des photos, toi, de familles d'animaux. Il y a notamment la photo dont on va parler, qui est une maman avec ses petits oursons, une maman ours avec ses petits oursons, où tu photographies des interactions de famille, des trucs tendres. Enfin, moi j'ai pris conscience de ça en voyant ton site parce que c'est vrai que bon, je suis pas particulièrement dans la photo animalière. J'ai peur des chiens, donc mécaniquement je m'approche moins des animaux en tout cas des animaux auxquels on a accès que la plupart des gens. C'est pas quelque chose
que j'avais compris avant d'atterrir sur ton site, cette espèce d'aspect familial. Et en fait, ça a vraiment fait, comme j'ai vu les 2 vidéos presque dos à dos, ça m'a vraiment fait cet effet de me dire, mais en fait, il photographie des familles d'animaux, certes, mais des familles. Et c'est vraiment ça, c'est du documentaire, c'est du reportage, c'est juste le sujet qui est différent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai fait un livre qui s'appelait Album de famille de l'Afrique sauvage, et c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression de photographier des familles parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que quand tu vas observer un clan de lions, ben tu vois que c'est un animal très sociable qui vit en clan, ouais, qui vit en famille, et t'as toute une hiérarchie dans le clan, et il y a tout un tas d'interactions et de relations entre les individus de ce même clan, entre les mâles, les femelles, les petits, les adultes, etc. Et c'est un jeu avec tout ça, quoi. Et c'est marrant que ça surprenne les gens, mais en fait, ça fait vraiment partie du quotidien des animaux. Il y a des gens qui pensent que en Afrique, c'est d'une férocité terrible, et que tout le monde passe son temps les animaux passent ouais, leur temps à se bouffer, mais c'est pas ça, quoi. La plupart du temps, la savane est paisible, et t'assistes à plein de scènes du quotidien comme ça, de famille, effectivement, et de jeux, de preuves d'amour, voilà. C'est ce qu'on choisit de montrer aussi, non? C'est pas plus vendeur la gazelle poursuivie par le lion? C'est peut-être ça? Ouais, c'est ce qu'on choisit de montrer. Mais après, tu peux avoir effectivement aussi, hein, si tu cherches des scènes de prédation, tu en trouves quasi quotidiennement aussi, mais ça fait partie du jeu, et de l'équilibre de tout ça. Mais moi, c'est pas du tout ce que je cherche aujourd'hui, quoi. Tu cherches l'amour. Si Je cherche à montrer la la beauté beauté. de ces espèces, quoi, et la richesse qu'elles représentent. Si on parle du contraste, parce que c'est vraiment quelque chose, tu parlais tout à l'heure du Ilford, où justement peut-être ça t'avait un petit peu donné le goût du contraste, mais c'est quelque chose qui se voit absolument partout dans tes portraits. Enfin, ton sujet, il est toujours bien détaché, il y a toujours la lumière qui tape au bon endroit. Il y a un endroit où moi j'ai trouvé ça magnifique, c'est une série qui s'appelle Amérique sauvage. À un moment, tu dois être au fond d'un canyon. Il y a des espèces de vagues de rochers qui sont absolument démentes, et qui sont vraiment très très jolies. Euh, j'ai noté les phrases, c'est la lumière souligne les lignes de l'animal. Il se détache sur un décor épuré. Comment tu te positionnes justement par rapport à ça? T'arrives, tu repères dans quel sens ça va être le mieux. Est-ce que tu anticipes? Parce que j'imagine que tu restes longtemps à un endroit et que bah, du coup la lumière bouge. Comment tu anticipes tout ça? Mais pas forcément, j'anticipe pas énormément les choses, en fait. Je suis plutôt un opportuniste, et j'y vais vraiment au feeling, en fait. Et tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui anticipent beaucoup, qui prennent beaucoup de notes, qui ont des carnets, qui savent à quelle heure se lève le soleil, à quelle heure il se couche, à quelle heure il y a l'heure dorée, à quelle heure vraiment la lumière va être au top, machin. Moi, j'anticipe rien de tout ça. Je suis vraiment à l'instinct, au feeling, et je prends comme un opportuniste qui va se présenter au moment où je suis là, et tu vois, et je dois avoir une bonne étoile, parce que jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi. Ou un bon instant? Et justement, j'aime pas avoir le contrôle total sur tous ces paramètres-là. Et j'aime laisser une place à la chance, au hasard. Et je me suis aperçu que c'est comme ça que j'arrive le plus souvent à sortir des choses qui, moi, me surprennent un peu déjà. Tu vois. Me surprendre moi-même pour essayer de surprendre aussi les gens qui vont voir mon travail. Et ça, je pense que c'est essentiel, tu vois. Ne pas tout mettre sous contrôle, parce que à un moment, tu te formates à quelque chose de trop convenu, de trop attendu, et le risque, c'est de reproduire ce que tes prédécesseurs ont déjà fait, quoi, parce que voilà, tu sors pas du cadre, et tu te surprends pas, donc il y a peu de chances que tu surprennes les autres. Ah, c'est- Et moi, j'aime me donner cette part de liberté, et cette part de liberté-là, elle me vient du sport, encore une fois, tu vois, et parce que à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui un peu qui a été mon mentor, hein, et mon père spirituel, qui s'appelait Michel Biro, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a créé un magazine dans les années fin des années 90, et moi j'ai eu la chance de travailler avec lui dans les années 2000.
Il a créé Attitude Rugby, qu'il a décliné après sur le golf, le tennis. Donc j'ai fait pas mal de choses pour lui. Et lui, il m'a appris ça, quoi. Il m'a dit, mais voilà, mais surprends-toi, quoi. Arrête de te mettre des barrières, quoi. Arrête voilà. Les choses convenues, tout le monde sait les faire, quoi. Donc, et lâche-toi, quoi. Lâche-toi, vas-y, expérimente. J'attends rien, quoi. J'attends rien. Et ça, c'était fantastique. Enfin, jamais on m'avait dit ça, tu vois. Dans la photo de sport, comme dans plein d'autres domaines, c'est très formaté. On attend de toi des choses bien particulières parce que il y a des codes, il y a des codes. Et voilà, il faut ramener telles images, tout ça. Et c'est à chaque fois un petit peu cette routine-là. Auquel tu dois pas trop déroger. Et lui, c'était tout l'inverse, le contre-pied de ça. C'est vas-y, exprime-toi, fais-toi plaisir, j'attends rien, il n'y a pas de pression, mais surprends-moi, quoi. Surprends-toi, surprends-moi, et on verra bien ce que ça donnera. Et ça a été une école incroyable. Ça a vraiment conditionné ma vision des choses aujourd'hui et mon approche de la photo en milieu naturel. C'est une leçon extraordinaire, ça, parce que souvent, moi, de temps en temps, j'engage des photographes pour me remplacer. En ce moment, tu vois, le boulot reprend et je peux pas tout faire, donc je délègue. Et parfois, j'ai des photographes un peu plus jeunes, un peu moins expérimentés, qui me demandent justement ce qu'ils doivent faire et qui veulent tout contrôler en amont. C'est ça. Et j'arrive pas à leur faire comprendre, à leur dire, bon, il y a effectivement des passages obligés que tu peux pas te permettre de rater, mais après, la beauté de ton reportage, elle va pas être là. Ça va être les trucs standards que tout le monde attend. Mais si tu veux sortir de là, si tu veux sortir du lot, si tu veux qu'on te dise tes photos sont belles, bah, faut aller chercher un truc qui va se présenter que tu peux pas anticiper tout de suite. Et d'ailleurs, les rares fois où moi j'ai voulu anticiper des choses, bah, la lumière change, le temps que tu te mettes en place, il y a quelque chose qui s'est... tu vois, tu veux faire une photo avec ton couple pendant un mariage à tel endroit, tu vas aller chercher, tu reviens, il y a un camion qui s'est garé là pour décharger des fleurs, quoi, ou ce genre de choses. Et c'est hyper important, tu as raison, c'est hyper important de parfois de lâcher prise, en fait, et d'accepter ce qui vient vers toi, quoi. Exact, exact. Surtout sur du reportage. Et après, il s'agit de se mouiller un peu, du coup, parce que, bah oui, il faut sortir de sa zone de confort et se mettre un peu en danger Et accepter l'échec. en acceptant de rater, effectivement, en acceptant l'échec. Mais c'est là que souvent tu t'aperçois que au milieu de tous les échecs, tu vas peut-être sortir une photo différente, une photo. Il suffit d'une. Ouais, il suffit une photo un peu d'exception et ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine d'essayer. Alors justement, dans la suite logique de ça, à un moment, tu dis la clé, c'est la patience. Ouais, bah évidemment, parce que ça, c'est une question qui revient souvent aussi, quoi. Après le noir et blanc, c'est mais vous devez être incroyablement patient. Et en fait, je me rends pas compte de ça parce que quand tu es passionné et que bah, tu poursuis un but, voilà, voire une quête, parce que moi, depuis 20 ans, c'est devenu une quête, quoi. Et, euh, et ben tu te rends pas compte du temps que tu passes en fait. Et c'est-à-dire que je peux passer la journée avec des lions et si je suis inspiré, eh ben voilà, je vais pas voir défiler les heures quoi et je vais faire des images où je vais attendre avant de faire les images qui vont se présenter parce que je sens qu'à un moment il peut se passer des choses. Et mais oui, c'est plus le temps quoi. Oui, c'est une question de patience. Mais je suis pas forcément quelqu'un de patient. Mais quand je suis plongé dans cet univers-là, je vois pas le temps passer. Et donc ça se déroule comme ça très facilement quoi. Est-ce que toi qui as 20 ans d'expérience là-dedans, est-ce que tu as encore ce moment où tu baisses soit l'appareil, soit ta garde et tu passes à côté? Ça t'arrive encore? Ouais, plein de fois, plein de fois, ouais. Ouais, tu te fais toujours surprendre parce que le spectacle de la nature est toujours différent. Donc, ouais, c'est quand tu baisses la garde en général que ça arrive. Donc, les images, je veux dire, j'ai raté plus d'images que j'en ai réussi, quoi. Parce que souvent les gens me disent, bah ouais, vos images, elles sont sympas et tout, mais vous n'avez pas vu toutes celles que j'ai ratées, quoi. Et c'est ce qui me motive aussi à continuer parce que je me dis, c'est tellement formidable. C'est une source infinie d'inspiration. Donc, en fait, ça finira jamais. Je pense, ça finira jamais. Il y aura toujours des images à faire. Alors, juste pour conforter ce que tu viens de dire, parce que j'avais dans mes notes, j'avais prévu d'aborder ça un peu plus loin, mais j'avais noté des citations de ton site qui est ne rien chercher, être toujours prêt.
les plus belles images, c'est souvent celles qu'on n'a pas imaginées. Et à un moment, tu dis même c'est un accident visuel. Ouais, c'est ça, mais c'est encore l'école du sport, hein. C'est-à-dire que dans le sport, tu sais pas à l'avance ce qui va se passer, le scénario n'est pas écrit et tu te fais souvent surprendre et c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt parce que tu as l'impression, tu es sur un match de foot par exemple, c'est un 0-0, les deux équipes tardent à vraiment jouer à fond et puis il se passe rien, tu as l'impression qu'il se passe rien et d'un coup c'est là que ça arrive quoi, c'est là que ça arrive, tu t'endors un peu et c'est là que France-Italie 2002, Sylvain Wiltord. ouais, il sort une action merveilleuse, et si t'es pas prêt à la saisir, bah tu passes à travers, et puis ça revient pas. Donc ouais, ça c'est une bonne école. C'est ça aussi qui me met dans ces conditions-là. J'attends rien, mais je suis prêt à tout, quoi. Voilà, je suis prêt à saisir ce que la nature voudra bien m'offrir, si ça arrive. Et en même temps, il faut accepter que bah, c'est toujours pareil, que ça peut ne pas arriver. Et tant pis, quoi. J'aurais quand même passé un bon moment, quoi. C'est ce qui fait tout l'intérêt, c'est que je suis pas du tout sûr de sortir une image. Et voilà, et tu rentres bredouille, et tant pis, et ça fait partie du jeu. Alors justement, au moment où j'ai écrit ces questions sur la patience et sur le fait de ne pas chercher, c'était au moment où je regardais la première vidéo de ton site, dont j'ai oublié le nom, Life... La première vidéo, Time is the Key. Ah oui, ok. Qui est une vidéo sur YouTube. Ouais. Et donc, tu parles de la patience et on voit des belles photos tendres de moments tendres entre des animaux, entre les parents et les enfants et tout. Il y a un truc qui m'a vachement surpris au milieu de tout ça, c'est d'entendre un coup de rafale. Et je pense que c'est une leçon extraordinaire parce qu'en fait, on a l'impression que c'est lent, on a l'impression que tu prends ton temps et qu'à un moment, le moment se présente et que tu vas prendre une photo et que c'est bon. Et en fait, non, tu déclenches en rafale. Ouais, il n'y a pas de règle en fait. Ça c'est pas tout le temps comme ça, mais effectivement, ça arrive. Mais ça, c'est encore aussi l'école du sport. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, en sport, j'ai appris que il vaut mieux envoyer une séquence, une rafale ou alors t'es extrêmement fort, hein, t'es un champion hors catégorie parce que si tu fais une seule image et qu'à chaque fois c'est la bonne, t'es vraiment très fort. Alors tu peux le faire. Les anciens les photographes humanistes qui faisaient les Douaneaux, les Cartier-Bresson, etc., qui saisissaient l'instant décisif, mais ça allait quand même moins vite, quoi. C'est-à-dire qu'ils se positionnaient bien et puis à un moment ils attendaient le passant qui saute ou etc., ou qui est pile au bon endroit pour l'ombre, etc. Donc il y avait un jeu de composition qui faisait qu'ils attendaient quand même un passage et tout ça, mais ils pouvaient un peu anticiper. En sport ou en animalier, c'est pas pareil parce que tu mets pas forcément où tu veux. Voilà, soit pour pas déranger les sportifs ou pour pas déranger les animaux, t'es un peu tributaire du terrain et tu choisis pas forcément toujours exactement l'emplacement. Et voilà, donc quand il se passe quelque chose d'un peu imprévu, ne pas hésiter moi c'est mon approche à rafaler un peu, ouais. Surtout qu'avec les boîtiers d'aujourd'hui, on peut avoir une séquence intéressante. C'est une bonne leçon, la différence entre... Bah ouais, c'est une bonne leçon, mais surtout que la différence entre une bonne photo et une photo un peu d'exception, elle est minime. L'instant décisif, il peut se jouer à une fraction de seconde. C'est-à-dire que le sport aussi m'a appris ça. Tu peux passer à côté d'un beau mouvement. Par exemple, en judo, j'ai fait beaucoup de photos de judo. Tu as souvent des mouvements très spectaculaires. Si tu enregistres la vidéo, tu dis « Waouh, quel mouvement incroyable !» Et en photo, si tu fais une photo de ce mouvement-là qui est pas au bon endroit, au bon moment, ça retranscrit rien. C'est-à-dire que le mouvement, il n'a aucun impact, tu le vois pas, la photo n'est pas spectaculaire. Donc déjà, il faut avoir la chance d'être sur le bon angle, et après, en rafalant, tu vas arriver à avoir pile le moment où l'autre est éjecté en l'air juste avant de retomber, etc. La main au bon endroit, le pied au bon endroit, il ne se chevauche pas sur la photo. Où tu as l'amplitude maximale du geste, etc. Et donc la différence entre vraiment la bonne photo et la photo ratée et la photo pas lisible, oui, ça se joue là, quoi. Il y a souvent des puristes qui te disent non, il faut faire une photo, ça suffit. Quand tu as un vrai photographe, ouais. Mais j'en connais pas en sport qui font une photo comme ça, et en animalier, rarement. Après, sur un portrait, sur un moment,
tout tranquille, évidemment, ça sert à rien de rafaler, quoi. Il y a un truc qui m'a vachement marqué quand j'ai été sur ton site, c'est que tu es en même temps capable d'avoir un niveau de technique énorme et en allant chercher l'émotion dans les petites choses. Et je me demandais comment on peut être aussi au point techniquement en manifestement n'ayant pas 100% du cerveau qui est là-dessus. Ben, parce que c'est à force d'en faire, quoi, hein. C'est 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage, mais j'en ai tellement bouffé, entre guillemets, à travers mes reportages de sport. J'en ai tellement fait que ça devient des automatismes et où tu te poses plus la question technique parce que Ça vient tout seul. bah, je veux dire, c'est intégré. Donc, si tu veux, j'ai mes repères et là-dessus, je vais relativement vite, quoi, parce que en sport, t'as pas le choix, encore une fois. Ouais. Et il faut toujours que tu sois prêt. Donc, voilà, je suis pour ainsi dire toujours prêt. Et donc, la technique, pour moi, c'est pas trop un problème. Après, ça me permet de me concentrer sur le reste, quoi, sur l'émotion, effectivement, sur sur les cadrages, sur l'image, quoi, sur l'instant et sur la lumière. Et voilà, donc je sais pas quoi te dire à ça, mais c'est faites des photos, quoi, faites des photos parce que enfin il y a rien de mieux que de pratiquer et tout s'apprend en pratiquant. Et pour Ouais. moi c'est la meilleure école, voilà, c'est la pratique. Je vais rajouter Et faites c'est des comme photos et tout. regardez-les après quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens Et, qui font des photos et qui les regardent jamais. accessoirement. Accessoirement, regardez-les pour comprendre ce que vous avez réussi ou raté. Oui, c'est mieux Et quoi faire pour mieux, quoi faire mieux apprendre, la fois d'après. pour apprendre. Et puis on continue d'apprendre au fur et à mesure qu'on en fait. On apprend toujours en photo. Comme dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire, parce que tu vois, enfin moi j'ai été un moment avant d'être photographe, j'ai cordé des raquettes, tu vois, Ouais. j'étais cordeur de raquettes de tennis. Et quand j'ai commencé à corder les raquettes, je mettais une bonne heure pour corder une raquette, quoi. Et au bout au bout de quelques années à corder des raquettes, j'arrivais à corder une raquette en moins d'un quart d'heure. Ouais. Et Donc bien, c'est bien comme mieux tout. qu'avant en une Et heure, les quoi. yeux bien mieux et les yeux fermés et voilà, ça devient des automatismes et la répétition du geste. Mais en photo, c'est pareil, quoi. À force de faire et à force de te confronter à des conditions de lumière, etc., changeantes, bah, tu t'adaptes et tu t'adaptes très, très vite, quoi, parce que tu finis par sentir quels sont les bons réglages, parce que tu comprends la lumière aussi. Ça, c'est plus t'en fais, plus tu comprends ce qui se passe, quoi. Quand t'es à contre-jour, etc. Quelle exposition tu as besoin pour retranscrire ce que tu as envie de retranscrire, pour le mouvement, quel réglage tu dois avoir, etc. Donc c'est en faisant, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut Exactement. pratiquer. C'est le bon endroit pour sortir cette expression. Voilà. Avant de parler d'une image en particulier, j'ai une question que je trouve importante en ce moment, puisque moi je n'ai pas de message. Mais est-ce que il faut avoir un message pour faire des photos? Est-ce qu'il faut avoir un message à passer pour faire des photos qui ont du sens? Grande question. Est-ce que je sais pas. Moi, je peux parler que de ma partie à moi, mais qui s'est imposé en fait. Le message s'est imposé parce qu'au départ, effectivement, je faisais des images plus. Moi, quand je suis parti il y a 20 ans, la première fois en Afrique, c'était très égoïstement pour me faire plaisir avant tout, faire des belles images, il n'y avait pas forcément un sens à tout ça. C'est-à-dire, à part me prendre une grande respiration, loin de la vie citadine, loin des humains, voilà, voir l'horizon, voir les animaux, et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas véritablement de sens derrière tout ça. Et puis le sens est venu, s'est construit en même temps que au fur et à mesure que je faisais des images, quoi, que j'accumulais les images et les voyages et avec une prise de conscience, quoi, qui va avec. Et aujourd'hui, je me vois pas balancer mes images sans leur donner un sens et sans balancer mes convictions et faire passer, essayer de faire passer en tout cas un message Mais plutôt fort ce que tu es en train de dire, c'est sur que la ça s'est condition. construit au fur et à mesure que tu faisais les photos, en fait. C'est pas. Ouais, exactement. Au fur et à mesure de ma prise de conscience, au fur et à mesure des prises de vue, ouais, ça s'est construit en parallèle et ça n'a fait que se renforcer, quoi, au fil du temps, quoi. Ah bah, Au fil du temps. tu viens d'apporter une réponse à la question que je me pose moi, justement, qui est je n'ai pas de message et qu'est-ce que j'en fais?
Et c'est fou Ok, parce qu'en fait, tu peux démarrer sans message et en trouver un en cours de route. Et c'est même probablement comme ça exactement. que la plupart des gens le trouvent. Et finalement, au final, il faut sortir avec son appareil photo et aller voir ce qui nous intéresse. Et ça vient tout seul, quoi. Exactement, et je pense que ça fait partie d'un cheminement en fait, hein. Au fur et à mesure que tu avances sur le chemin, bah, tu découvres des choses et t'es attiré plutôt par le chemin de gauche ou par le chemin de droite et tu prends voilà, tu fais des choix et qui vont te conduire, tu sais pas forcément tout de suite où, mais au fil du temps, bah, tu affines et ça donne un sens à ta démarche, quoi. Bah, il faut faire, quoi. Il faut toujours faire, bouger. Exact, Et en écoutant un podcast, on peut tout à fait aller faire des photos, pareil. Euh, exact. je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. Cette photo, c'est une maman ours qui grimpe une côte avec ses deux petits. C'est un moment ultra tendre. Il y a plein d'images. Je pense que c'est la même famille d'ours parce qu'elles sont côte à côte et se ressemblent. Mais celle-là, elle est particulièrement belle parce que justement, on parlait tout à l'heure de la technique parfaite. C'est aussi le moment, en fait, c'est l'association du moment du cadrage de la technique qui fait que la photo, moi, je la trouve absolument magnifique. Et j'aurais bien aimé savoir l'histoire derrière cette photo ou cette série, en tout cas, de photos. Ok, bah ça, ouais, je peux te raconter un peu planter le décor. Effectivement, c'est dans l'Arctique canadien, donc Baffin Island, c'est celle qui est, sur la côte est du Canada, mais dans l'Arctique, très très haut dans l'Arctique, et du côté celle qui est la plus proche du Groenland en fait. Et là, j'y étais un peu en mode expédition avec quelques autres photographes et à la sortie de l'hiver, donc fin mars début avril, quand il y a encore la banquise complètement gelée parce qu'il fait moins 50 degrés quand même. Donc c'est pour ça que c'est un peu en mode expédition. C'est un peu inaccessible. Et, euh, bah là, on a passé 4 jours à suivre des traces, à penser qu'on allait très rapidement tomber sur les ours. Et puis ensuite, les traces sont effacées complètement par le vent, par la neige, etc. Donc tu suis des traces qui ne mènent à rien, t'en reprends d'autres comme ça, qui ont l'air plus fraîches. Et 4 jours comme ça, par moins 50, à essayer de trouver les ours jusqu'à tomber sur cette femelle avec ses petits oursons de l'année en fait, donc fraîchement sortis de la tanière il y a peut-être 15 jours. Voilà, maintenant elle cherche de la nourriture pour les faire pour manger elle, et puis parce Ok, ouais. qu'elle les allaite, et puis elle commence à essayer de leur faire manger aussi du phoque, hein, principalement. Et puis voilà, donc c'est une scène un peu magique. T'arrives, ça fait 4 jours que tu fais des photos de paysages, mais c'est pas ce Ouais, que, c'est parce que tu enfin, es venu c'est, faire, ouais. c'est pas ce que j'étais venu chercher, même si c'est magnifique. Tu as des icebergs pris dans la banquise, donc c'est absolument hors du temps, et t'as l'impression d'être sur une autre planète, hein, et t'as l'impression d'être dans un grand désert glacé, des immensités, parce que c'est immense, c'est vraiment immense, les territoires sont immenses. Et puis jusqu'à cette récompense-là où tu oublies le froid, même si j'avais les joues qui gelaient, j'avais alors trois couches de gants, enfin trois Ouais. paires de gants, et puis j'avais un gant un peu spécial où je pouvais sortir l'index, et au bout d'un moment, en plus, sur le matériel qui est froid, parce que sur le métal, c'est vraiment froid, je sentais plus mon doigt, mais j'arrivais quand même à faire des images, parce que c'est tellement attendu, et c'est tellement fantastique que tu t'oublies tout le reste, quoi. Tu oublies Ouais. tout le reste, et voilà. Et ça t'est tombé dessus. Et ça m'est tombé dessus, donc voilà. Alors un peu par chance provoquée, parce que effectivement c'est un peu ce dont je rêvais, mais je savais pas trop comment. Alors j'avais évidemment, on avait avec nous un guide inuit, un chasseur de phoques en fait, hein, qui a raconté que il a appris à pister les ours, enfin à chasser les phoques déjà, en regardant l'ours chasser le phoque. Comment apprendre à chasser le phoque, en observant l'ours. Et ensuite, ouais, il arrivait effectivement à pister les ours un peu, quoi, mais avec beaucoup de chance, parce que c'est pas une science exacte, et on aurait pu ne pas les trouver.
parce qu'il faut savoir que une femelle avec ses petits, elle va avoir tendance à fuir l'humain, hein, à les protéger et à s'enfuir, alors qu'un mâle, un ours mâle, un ours polaire va plutôt avoir tendance à venir vers toi, à te considérer comme une proie facile, parce que c'est le cas pour lui, quoi. Ouais. On court pas vite, on fait pas le poids, voilà, à part armé d'un fusil, sinon Sur pour la lui chance, c'est facile. sur la chance, j'ai un ami qui avait cette phrase que j'aimais bien, c'est la chance te trouve souvent hors de chez toi, mais jamais dans ton canapé. Ouais, ça c'est clair. Et Ça, tu vois, la chance, faut quand même aller la chercher à un moment ou à un autre. c'est mieux. C'est Si on mieux. parle côté plus business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? Principalement, ça va être les tirages que je vends en galerie et sur mon site internet, et les livres aussi, les éditions de livres photos. Alors, je pourrais rajouter aussi de temps en temps les workshops, mais Ouais. qui viennent après. En complément, ouais. Ouais. J'avais des questions justement là-dessus, mais quand tu dis les workshops, c'est quoi le profil des gens qui viennent avec toi? C'est des photographes qui veulent faire des plus belles photos, c'est des gens qui ont un côté engagé aussi pour la nature, c'est un mix des deux, Ben, s'ils le sont pas, en fait, ils vont faire ils vont un le devenir. stage où ils vont le devenir, parce que moi, je peux pas m'empêcher de passer ça sous silence. Donc, cette problématique-là, elle revient tout au long des séjours que j'accompagne, mais c'est plutôt un séjour photo à la base. Donc, voilà, le prétexte, c'est quand même de faire des photos dans des endroits où on trouve des animaux sauvages sur leur territoire, en essayant de respecter quand même au maximum l'animal, parce que notre présence est déjà une intrusion assez forte. Alors moi, j'aime bien ne pas trop approcher les animaux et les laisser voir ce que ça donne, les laisser vivre et les laisser venir à nous s'ils en ont envie, etc. C'est comme l'appareil, Mais c'est un outil au service d'un message, quoi, au final. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, ben, accessoirement, oui, la plupart des gens qui viennent veulent progresser dans leur démarche photo, et puis savoir un peu aussi quels sont mes secrets, comment je travaille un peu, voilà, Ouais. quand je suis sur le terrain. Donc, c'est un partage d'expérience, quoi. C'est souvent de la technique qu'ils cherchent, mais des fois, ils découvrent des choses. C'est souvent d'ailleurs en cherchant dans la technique qu'on trouve les choses importantes réellement, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, beaucoup se focalisent sur le matériel, sur la technique, alors que souvent la transmission est ailleurs, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, mais moi, je raconte de temps en temps cette histoire. Je sais pas si je la raconte dans le podcast. À une époque, j'avais des cours de photo à des archis débutants. Et j'avais un petit sac en cuir photo, tu sais, les petits sacs, trucs. Mais bon, c'était mon métier. Et voilà, je m'étais fait plaisir. Et à la fin de chaque cours, je leur disais, vous savez, ils ont toujours des questions sur qu'est-ce qu'il faut acheter en prochain. Je disais, d'abord, allez au bout de votre matériel. C'est pas ça qui est important. Faites des belles photos avec ce que vous avez. Avant d'arriver à 100% de votre appareil, même le plus basique, il y a du boulot. Et je les laisse. Je vais marcher vers le métro. Il y en a un qui marche devant moi. Il prend son téléphone. Il appelle sa femme. Il fait, putain, le prof, il avait un sac en cuir. Je vais acheter le même. Et je l'ai arrêté. J'ai fait, mais qu'est-ce que je viens de te dire? Et Et ouais. tu vois que le message, des fois, ne passe pas totalement. Non, Mais non, du non. coup, Mais ouais, parce que les gens ont besoin de s'identifier, et ils ont besoin ouais, ouais, de s'identifier, et puis de repères. Et donc, du coup, de raccourcis faciles. ouais, quand ils voient, bah, qu'est-ce qu'un pro utilise, ah bah voilà, je vais prendre la même chose, et tout va rouler, quoi. Mais c'est effectivement, c'est pas là l'essentiel, ouais. C'est On pas va, forcément là. on va dire que c'est quand même un petit peu, parce que j'imagine que Sony sera content d'entendre ça. Mais Non, mais évidemment que du bon matériel, on va pas dire le contraire. ça aide. Ça aide. Du matériel performant va évidemment aider à sortir des belles images. Mais je veux dire, si ça suffisait, ça se saurait. Je veux dire, Ouais. il faut combien de gens je vois arriver avec du matériel au moins aussi bien équipé que moi, sinon plus, et qui ne savent pas s'en servir, qui n'ont même pas même pas fait l'effort de mettre le nez un peu dans le mode d'emploi, et savoir les bases de fonctionnement de l'appareil. Donc c'est assez étonnant. Je veux dire, moi, si je m'achète des pinceaux, de la gouache et une toile, je ne vais pas me dire peintre, quoi, Ouais. parce que je vais faire une vilaine croûte avec ça, quoi. Je saurais pas m'en servir, même si ce sont de très bons pinceaux, de la très belle peinture et une très belle toile.
je vais sûrement faire une grosse croûte à l'arrivée. Donc, il faut d'abord apprendre, quoi. Il faut apprendre, et pour apprendre, il faut pratiquer, et puis quand même savoir à quoi sert cet appareil et quels sont les principes de base de la photographie, comment faire entrer de la lumière sur un support. Moi, j'ai l'exemple de tous les mariages de tonton Roger qui arrive avec un appareil, un DX Mark III qui est à 10 000 balles, et moi j'ai des tout petits appareils Fuji. Et la différence, elle se sent quand même au niveau du résultat. Ouais, ben, Il y a une question que je voulais te poser, surtout après les 2 ans de Covid, où à un moment, on n'a pas eu trop l'occasion de travailler. Et du coup, le seul rapport qu'on pouvait conserver avec la photo pendant cette période-là, c'était des projets perso. Comment est-ce qu'on passe d'une photographie, je ne vais pas dire commerciale parce que c'est la presse et tout, mais une photographie dans un monde économique très balisé à une photographie où à un moment, tu as quand même dû partir vers un côté passion sans avoir de certitude sur le fait d'en vivre. Comment est-ce que tu fais cette transition-là? Ça s'est fait enfin, ça a pris 10 ans quand même, hein, j'allais dire assez facilement, mais assez naturellement en tout cas, parce que quand j'ai commencé à photographier, notamment en Afrique, les grands mammifères sauvages, j'avais toujours 2 pieds dans la photo de sport en fait. Voilà, je m'octroyais des petites parenthèses comme ça, des petites respirations de nature, mais je vivais de la photo de sport, donc je me posais pas la question, si tu veux, de me dire je vais faire des images d'animaux pour les vendre. En fait, j'avais zéro pression là-dessus. J'allais juste me faire plaisir, quoi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à accumuler des images d'animaux, mais je veux continuer à vivre de la photo de sport jusqu'à un jour, jusqu'à ce qu'un ami me demande d'exposer des images d'Afrique. Et là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que ça me plaisait d'exposer, ce que j'avais jamais fait vraiment auparavant. Ça me plaisait de montrer mon travail, d'être dans l'échange avec les gens, et qu'en plus, mon travail plaisait énormément aux gens, quoi. J'avais des retours vraiment très positifs là-dessus, et que j'ai pris conscience que l'Afrique fascinait beaucoup de gens, que les animaux fascinait beaucoup de gens, que le noir et blanc aidait à rentrer dans un univers qui était pas forcément gagné à la base pour tout le monde. C'est-à-dire que je me suis aperçu que beaucoup de gens aimaient la photographie en noir et blanc, et pas forcément les animaux, mais qu'à travers mon travail en noir et blanc, j'arrivais à les emmener dans mon univers, à s'intéresser aux animaux, à la problématique de leur préservation, alors que au départ, ils me disaient mais moi la photo naturaliste ça m'emmerde, mais j'aime votre travail parce que j'aime le noir et blanc, donc j'arrive à rentrer dedans. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit mais mince alors quoi, et j'avais pas imaginé pouvoir toucher les gens à ce point en fait, de manière très égoïste. Je me disais moi je fais des images qui me plaisent et puis ça me suffit, voilà, je passe du bon temps et puis je stocke ça, sans idée de me dire je sais pas ce que j'en ferai un jour, voilà, je fais des images parce que j'aime faire des images, et là où je prends le plus de plaisir, c'est à la prise de vue. Mais cette partie montrer mon travail, le partager à travers des expositions, ouais, ça m'a ouvert quelque chose de nouveau, quoi, en découvrant que je pouvais effectivement intéresser des gens à tout ça, quoi. Et du coup, c'est parti de là, et je me suis dit, oui, pourquoi ne pas montrer ça et faire un site internet, et donc ça m'a pris une dizaine d'années comme ça, et j'ai fini par basculer Ça a quand même été une transition tout en douceur, ça n'a pas été en douceur, parce que comme je continuais de vivre du sport, voilà, j'ai pu attendre très confortablement mes premiers revenus en photo de nature grâce à des contrats avec des galeries et avec des éditeurs, voilà. Et à partir du moment où j'ai jugé que ça convenait à mes besoins, je me dis voilà, ça correspond exactement au moment où en fait on a décidé de quitter la région parisienne pour revenir vivre en province, voilà, dans un petit endroit, un peinard. Et voilà, donc ça a été un vrai choix de vie en fait. Ça a changé pas mal de choses en fait. Ces petites respirations africaines ont en fait conditionné plein de choses, quoi. Ça a eu vraiment un impact énorme sur mes choix de vie. En faisant les choses finalement, encore une fois, c'est comme le message qui est venu petit à petit. Ça aussi, c'est venu petit à petit. Tu as trouvé ta voie quelque part.
Exactement, ouais. Ça s'est construit sans vraiment l'avoir cherché à la base et ça s'est fait très naturellement et en douceur, ouais, par chance. C'est intéressant de voir parce que c'est une question qui se pose beaucoup chez tout le monde en fait, c'est de dire bon bah la photo à la base c'est une passion, maintenant c'est un boulot et quand c'est un boulot bah forcément il y a du bon, il y a du moins bon, Il y a des contraintes. il y a des Il y a des contraintes et contraintes, les contraintes comme il y partout. a rien de tel pour tuer le plaisir de faire quelque chose. Et C'est effectivement vrai. toi tu as fait cette transition là et je me demandais, c'est vrai que des fois on voit pas le cheminement, on voit le résultat, on se dit putain il fait ça et c'est génial les trucs, et on voit pas en fait les 20 ans de boulot qu'il y a avant, qui ont parfois C'est été ça. beaucoup plus tortueux que ce qu'on imagine. On croit que c'est une ligne droite, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, et puis même, je vais te dire, les gens ne voient que la partie émergée Ouais, de l'iceberg parce qu'ils ne voient que ce qui est visible, mais ne voient pas tout tout le travail de l'ombre en fait, hein, et ce qui rejoint en fait bah, que je fais moi et que aussi j'ai la chance on de va y voir venir faire. parce que c'est une question que je vais te poser un petit peu plus loin. Ouais, Juste ouais. avant, et je trouve que cette question a une saveur particulière à la lueur de ce que tu viens de dire. C'est qu'à un moment, tu parlais de passer du temps avec ton sujet pour mieux le comprendre. Et par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le fait d'avoir un message, de trouver son message, finalement, en fait, c'est exactement ce qui t'est arrivé, ce que tu as mis en pratique. C'est qu'en fait, tu t'es intéressé à un sujet, et ça t'a littéralement, au fil du temps, en le comprenant, tracé ta voie finalement. Ça m'a emporté plus loin que j'avais imaginé parce que j'avais pas imaginé faire ça en fait. Et alors la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique de l'Est en 2002 ou c'était en Tanzanie où je suis tombé, j'ai eu vraiment un coup de foudre parce que je me suis dit, ouais, à l'époque j'étais photographe pro déjà dans le sport qui me passionnait énormément, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait je sais ce que je veux faire au moins les 10 prochaines années. Je me suis dit, c'est tellement magique, mais sans me dire, voilà, je vais vivre de ça. Juste, ben, je vais essayer d'y revenir à chaque fois Ouais, que je pourrais, quoi. c'était un truc Et passion. ouais, et puis ça m'a emmené, bah ouais, plus loin que j'aurais imaginé, ouais. Tu avais 20 ans 32 ans plus à tard. l'époque. Hein. Ouais, j'avais 32 ans, exact, ouais. Ouais, comme quoi, ça arrive pas toujours quand on a 16 ans et Non, 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 trouver sa voie. non, non. Il faut savoir, ouais, des fois, faut que ça décante un peu. Hein. Un certain temps. Bah écoute, non mais Ouais. c'est l'œuvre d'une vie, hein, de toute façon, quoi qu'on fasse, et ça se résume souvent à ça. Sur ton site, tu as des expositions virtuelles, j'avais trouvé ça génial. Mhm. Pourquoi tu as fonctionné comme ça? C'est par rapport au Covid, ou tu faisais peut-être déjà ça avant? Alors non, c'est vraiment par rapport au Covid en fait, et c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est plutôt, c'est plutôt Marilyn Ouais, euh, qui travaille avec moi et qui a eu cette idée, cette très belle idée de faire, voilà, puisque tout était fermé, que les galeries physiquement étaient fermées, et que les lieux d'exposition, les événements étaient reportés ou annulés. Cette idée de faire des expos virtuelles. Et j'avoue que ben, celles qui ont le plus marché, c'est quand tout le monde était confiné, en fait. Hein, et je pense qu'il y avait un réel besoin, une attente un peu d'échapper à toute cette anxiété du quotidien et de la crise qu'on vivait, et de s'évader un peu, de rêver un peu. Et il y a eu beaucoup de connexions euh, sur les premières. Ouais. Mm. mais ce que je trouve génial en fait, c'est que enfin, faire un site internet pour reproduire un livre, au final, c'est pas super excitant en réalité. Enfin, je veux dire, tu fais la même chose sous une autre forme qui est moins agréable. Et finalement, trouver une autre manière de mettre en valeur ton travail sur Internet. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, en fait, c'est ce côté différent de la chose et ça recoupe. Bon, c'est une autre variante de ce que tu peux avoir dans la vraie vie, sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme approche, justement. Ouais, j'ai trouvé ça sympa aussi. Du coup, on pouvait aussi mettre des choses un peu différentes. Effectivement, s'exprimer plus sur, bah, justement, sur le message, faire passer un peu plus profondément des convictions, parce que dans des expositions plus traditionnelles, physiquement, on peut pas toujours. Enfin, des fois, je me restreins un peu sur tout ce que j'ai envie de dire et de faire passer. Et là, non, du coup, c'est un lieu d'expression
où on peut dire plein de choses. Donc, Un vrai non, mur à chaque c'était... fois devant lequel on se retrouve avec du texte, avec Ouais, des images. c'est ça, Faut faire un c'est ça, geste pour passer à la suivante. C'est c'est pas comme ça, sur un site où tu fais défiler des photos et des fois tu vois celle d'en dessous en même temps que tu vois celle du dessus et c'est elles se ça. bouffent l'une l'autre. Ça peut mal C'est un tourner très peu, vite. l'idée, c'était vraiment un peu de se poser, comme quand on prend le temps d'aller visiter une expo physique, quoi, vraiment de prendre le temps de se poser, de un peu se vider la tête et de se concentrer sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit, et un peu hors du temps comme ça, et une petite respiration. Et on a eu que des bons retours, donc c'était chouette. C'est une bonne idée. Tu as parlé de Marilyn, c'était donc son idée. Déjà, je voudrais la remercier parce qu'elle a été super sympa. C'est grâce à elle qu'on a organisé cet enregistrement. Je vois elle te protège, entre guillemets, aussi de pas mal de choses et elle s'occupe bien de bien organiser les choses pour toi. Et je crois que tu es le premier invité que j'ai qui a quelqu'un qui va gérer ces aspects-là. Et ça va m'amener à te poser une question. C'est quelque chose dont on a peu parlé jusqu'à maintenant dans le podcast. Je crois que tu es l'épisode 70, donc tu vois, il y en a quand même eu quelques-uns. Mais comme la photo, c'est un métier de passionné, je ne crois pas avoir reçu quelqu'un qui n'était pas passionné par ça. On met souvent ça de côté dans le sens c'est normal, c'est comme ça. C'est le volume de travail en fait qu'on doit fournir quand on est photographe, dont on ne se rend pas forcément compte parce que voilà, c'est une passion. Et le fait d'accepter que parfois on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui va, mieux faire les choses, deux, les faire tout court. On a tous cet aspect-là où on dit demain je vais faire mes réseaux sociaux, demain je vais faire le 1% pour la planète, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. Et en fait, on ne le fait pas. Toi, tu as vraiment quelqu'un qui va gérer cet aspect-là pour toi. J'aurais bien aimé qu'on en discute un petit peu. Ouais, non, mais c'est juste essentiel. Pour faire court, une chance, encore beaucoup de chance de l'avoir, parce que effectivement, elle, elle fait beaucoup plus vite que moi, mieux que moi, plein de choses. Ça, c'est essentiel, c'est très très précieux. Et jusqu'à présent, j'ai trouvé personne capable de faire tout ce que elle peut faire. Donc, je veux dire, elle est impliquée à 100% dans la réussite de mon travail et au quotidien, et ça n'a pas de prix, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de prix. C'est juste que aujourd'hui, je ne saurais pas comment fonctionner sans son aide. Ouais. Ah, mais ça Ah te oui, permet non, de te mais clairement. concentrer sur la photo et de pas. C'est pas perdre de temps, mais c'est pas forcément un monde que tu comprends, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que si, je le comprends, mais est-ce que je Mais suis est-ce que pas tu as envie de forcément... le. Ben, il n'y a pas beaucoup d'envie de ma part de faire, même si je suis conscient que, si tu veux, ce que peu comprennent dans la photo, c'est qu'il y a le savoir-faire. Bon, tout le monde, et j'en connais plein d'excellents photographes qui font des choses remarquables, mais il y en a peu qui comprennent qu'il y a aussi le faire savoir. Le faire savoir est au moins aussi important que le savoir-faire. Je connais d'ailleurs plein de photographes qui sont pas très bons en savoir-faire, mais qui sont excellents en faire savoir, et ils sont passés devant ceux qui étaient meilleurs en savoir-faire, hein, parce que ils n'ont pas été bons en faire savoir. Et donc voilà, tout le nerf de la guerre est là, et tu peux être le meilleur photographe du monde, personne viendra te chercher si tu montres pas ton travail, si tu le proposes pas, si tu communiques pas dessus. Donc le faire savoir, il est énorme et essentiel. Et ça, ça représente une part du travail qui est colossale. Et beaucoup se concentrent sur faire des images, mais une fois que tu as un travail cohérent, des séries cohérentes qui tiennent la route, bah, il faut communiquer dessus, il faut les montrer, il faut les proposer, voilà, il faut aller démarcher tout ça. Et moi, je suis pas un commercial dans l'âme, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça, et heureusement qu'elle a été là pour faire cette partie-là. Après, bah, je me suis fait violence, et je fais aussi, hein, heureusement, un peu, mais sans son aide, c'est sûr que Ça doit être un confort extraordinaire j'en serais. d'avoir quelqu'un qui sait ça et qui est capable même d'aller plus vite aussi. Ça te fait gagner un temps précieux, Ouais. quoi. Après, pour elle, c'est pas simple, hein, parce Mm. que supporter l'artiste, sa vie, son œuvre, dans l'ombre permanente,
voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an à disposition de, voilà, c'est pas quelque chose de facile, hein. Ouais. Aujourd'hui, Loin, on a mis loin de là. un petit coup de projecteur sur elle et vraiment, je tiens à la remercier parce que c'est arrivé grâce à elle aussi. Et elle a géré ça de main de maître. Et il faut le dire, il faut dire quand les choses se passent bien. On a tendance souvent à Ouais, dire mais quand ça va pas, mais il faut dire aussi quand c'est bien. elle mérite plus qu'un petit coup de projecteur. Elle mérite vraiment. Ouais. On mettra son portrait. Je sais pas si elle va apprécier. Si on Non, est, non. peut-être On va pas. peut-être pas aller aussi loin, mais en tout cas, merci. Je tiens à le dire. Merci Marilyn, parce que franchement, vous avez été mes top, top, top. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Écoute, je pense que je suis pas le plus à plaindre. Je gagne correctement ma vie aujourd'hui. Depuis 10 ans, je la gagne bien et je la gagne même plus que dans le sport en fait. Ouais. Je gagne mieux ma vie en tant que photographe de nature aujourd'hui que à photographier les animaux que j'ai pu la gagner en tant que photographe de sport où un moment je galérais un peu où je me suis dit à un moment peut-être qu'il faut que j'arrête la photo parce que je rame quoi. Et voilà donc non aujourd'hui je n'ai pas à me plaindre, je gagne correctement ma vie, j'arrive à vivre de cette passion et c'est assez fantastique. Après, j'ai pas forcément des besoins démesurés, hein. Je vis à la campagne, mais bon, j'ai quand même 4 enfants, j'ai quand même une femme, voilà, on travaille quand même à deux sur mon activité et voilà, et ça fonctionne. Donc ça, c'est une chance énorme. J'ai l'impression que tu es passé de vendre ton temps à vendre ton art, en fait. Ouais, oui, il y a un peu de ça. La grosse différence, c'est que quand je suivais l'actu sportive, j'ai eu l'impression de subir un peu effectivement le temps, de subir le calendrier. C'est-à-dire que oui, tu choisis pas ni où, ni quand, ni comment. Alors que là, aujourd'hui, j'ai cette liberté incroyable de pouvoir choisir où, quand et comment et combien de temps. En fait, tu as décalé la valeur de ton temps de travail à l'œuvre d'art que tu vas vendre. Ouais, c'est ça, et en même temps, avec en même temps beaucoup moins de pression aussi, puisque à la base, moi je travaille pas sur commande, alors que c'est tout le contraire hein, dans le sport. Je travaille que sur commande dans le sport, et ici, je n'ai jamais travaillé sur commande avec les animaux, et ça change tout en fait, quoi. Parce que c'est d'abord du plaisir, effectivement, sans pression, sans. Évidemment, si, il y a des contraintes, mais puis aujourd'hui, je vis de ça, donc tu te mets quand même forcément toujours un peu de pression malgré tout, de résultats. Mais je suis conscient de la chance que j'ai, de la liberté que j'ai aujourd'hui, quoi. Et ça serait difficile de revenir en arrière, même si je vais refaire du sport avec grand plaisir. Mais c'est un choix. Et c'est un choix, oui. Avec peut-être un peu plus de liberté aussi, puisque du coup on est venu te chercher, j'imagine qu'ils attendent quand même. Ouais, peut-être, mais il y aura quand même pas mal de pression, parce que c'est quand même un gros événement. Donc, Écoute, 2024, Paris, bon, voilà. Je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir. Je relayerai ce que tu postes à ce moment-là. Si je te demande, on arrive à la conclusion de l'épisode, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Ben, c'est une bonne question, je dirais. Sur le sport, je te l'ai dit un peu, c'est qu'à un moment, je galérais un peu financièrement et c'était un peu rude en étant à Paris. Avec ouais, c'était pas forcément évident. Après, depuis que je suis sur les animaux, le pire moment, c'est peut-être juste avant le Covid. Juste avant le Covid, un moment où justement Marilyn a un peu saturé d'être au service de l'artiste en permanence et où elle a envie d'arrêter un peu de faire une coupure et de travailler ailleurs qu'avec moi. Et ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, On en revient au fait qu'elle est indispensable. ouais, clairement. Et quel est le meilleur moment de ta carrière quand elle est revenue? Ouais, on peut dire ça. Le meilleur moment, je sais pas. Non, le meilleur moment, c'est quand je me suis aperçu que tout ça fonctionnait bien. C'est peut-être à partir de quand on est redescendu en province, quand 2013, je dirais que tout
tout a commencé à vraiment très bien fonctionner, ouais, à rouler vraiment bien. Et ouais, au moment où on s'est marié, d'ailleurs, 2013, c'est notre année de mariage, toi. Donc, C'est la bonne année. ouais, c'était une bonne année. Et, C'est le début de la ça, pente ascendante. ouais, exactement. Joli. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? J'ai envie de te recommander un photographe avec un univers artistique assez sympa, une démarche assez originale. Il s'appelle Mathieu Forger. Son nom de scène, son nom de photographe, c'est Forget Matt. Mais peut-être que tu l'as Je le déjà, connais, j'ai jamais reçu, je le connais. tu le Alors, c'est ce qui connais. m'a toujours arrêté, c'est que je crois que c'est pas lui qui fait ses photos, mais j'adore ce qu'il fait. Alors c'est vrai que il a toujours quelqu'un avec lui Ouais. ouais, pour faire C'est- les images. Ouais, j'ai ouais, parce jamais que identifié s'il s'identifiait comme photographe ou comme danseur ou comme artiste ouais, polyvalent, c'est une bonne mais question parce que tu vois, c'est lui qui imagine les images et tout. Après, effectivement, il y a toujours quelqu'un pour faire la prise de vue et il est plus danseur, acrobate s'il se que considère comme photographe. moi, ça m'intéresse à mort, mais c'est toujours une Ouais, question que je me suis posée parce que ouais. j'adore ce qu'il fait, je trouve ça Alors, génial. il fait des images aussi. Je Ouais, sais que il a le matériel, il fait des images. Donc, moi, je pense qu'il se définit aussi comme photographe, ouais, mais à creuser. à creuser. À Ouais, creuser, je vais le contacter, puis ouais. je vais voir ça. Mais c'est une très bonne suggestion. Très très bonne, merci. Et tu me confortes là-dedans, mais ça fait un petit moment que je regarde. Je vais te dire, c'est même ma mère qui m'a envoyé un jour en me Ah disant, ouais, regarde, c'est ok. le fils de Guy Forget. Il fait un Ouais, truc, c'est super beau, c'est génial. Et tu t'imagines, ça c'est le succès d'un podcast, c'est quand ta mère t'écoute et te donne des idées derrière. Je crois que quand même c'est quand même c'est bon. Faut pas qu'il y ait qu'elle qui écoute non plus, mais non, c'est cool. en tout cas, c'est une très bonne suggestion, Mathieu Forger. Ouais, Je le et note. j'ai eu la chance de le rencontrer. En plus, c'est un type très sympa. Lui et sa compagne Victoria, qui est une danseuse classique, et le mélange artistique des deux, je trouve que Ah, ça doit être génial. ouais, c'est vachement réussi. Écoute, D'ailleurs, ça peut être intéressant de les avoir tous les deux. J'en sais rien, je sais pas trop. je note la suggestion. Je vais entrer en contact avec lui. On va voir sous quelle forme ça peut prendre parce qu'effectivement, j'y ai pensé. C'est un mystère la forme que ça pourrait prendre. Et Mm. souvent, ça arrive. Hein, souvent, des fois, je regarde des photographes pendant super longtemps sans percuter. Puis à un moment, ça vient. Tu vois, Ok, tout le monde n'est pas évident au premier abord pour moi parce qu'il y a ouais, des ouais, je univers qui sont comprends. extrêmement loin du mien ou des fois, je suis pas prêt simplement à comprendre ce qu'ils ont à dire. Et Ok. peut-être que c'est le moment qui débloque. On va voir. Je le note en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Ouh là là, bonne question. Eh ben, à Arles, alors je sais pas quand est-ce que tu vas le sortir, le podcast, mais à Dans... Arles, samedi prochain. Ça sera Euh, peut-être sorti après ça, mais tu seras présent au Festival d'Arles, ouais, aux rencontres d'Arles, pardon. aux rencontres d'Arles, pour une signature, rencontre avec, autour des derniers exemplaires de mon livre Éléphant, notamment. Je suis exposé à Auxerre. Alors moi j'y serai pas. On a fait un vernissage, mais à Auxerre tout l'été sur les quais de Lyon. Une expo extérieure gratuite en accès libre sur les quais de Lyon, au quai de la République à Auxerre. Il y a une expo à Saint-Benoît, près de Poitiers, près de chez moi. Je suis content parce que c'est dans ma région pour une fois. Dans les jardins de Saint-Benoît, qui est une petite ville collée à Poitiers, mais qui est très sympa aussi. Donc tout l'été, il y a une expo sur les félins extérieurs, en accès gratuit aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à, si vous passez par la Gacilly, alors j'ai une image dans une expo collective pour en fait à l'initiative de Reporters sans frontières qui m'a demandé de participer à cette expo qui est sur la thématique des arbres en fait. Et donc j'ai une photo exposée en grand à la Gacilly d'un guépard dans cette exposition là. Et puis la Gacilly, il y a plein d'autres images à voir, donc à recommander. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en oublie, Il y a je les sais plus. expositions virtuelles sur ton site. Il y a toujours les expositions virtuelles. Il y a, j'oublie sûrement des trucs. Et puis il y a des livres qui vont Euh, arriver, j'imagine.
Il y a Alors, ceux il y qui a sont des déjà sortis, livres. il en reste encore quelques-uns. J'ai Ou- l'impression qu'il y en a pas mal qui sont sold out, mais Ouais, il y a éléphant, il n'en reste plus que quelques-uns. Il reste des lions. Oui, bah, voilà. Sur le site, il y a les livres hein, qui sont disponibles. Voilà, pour l'instant. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? J'en sais rien. Je sais pas. Non, c'est mais déjà pas mal comme actualité. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te ok, remercier. ça marche. C'était hyper intéressant. Je regrette d'autant plus qu'on n'ait pas pu le faire en personne parce que l'option s'est présentée. Mais malheureusement, c'est moi qui n'étais pas disponible quand toi, tu étais de passage à Paris. Donc, Bah ouais, bah, c'est pas grave. je suis d'autant plus triste de ne pas t'avoir vu en personne après avoir eu cette discussion. Je savais que j'allais être dégoûté après cette discussion de ne pas t'avoir vu en personne, mais je suis d'autant plus triste maintenant qu'on l'a eu. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de se rencontrer en vrai et de J'espère bien. discuter en vrai, et de boire un petit café ensemble et de parler photo comme j'aime le Ouais, faire mais parce que c'est. il y a des échéances qui viennent à l'automne où normalement je serai présent. Il y a le salon de la photo qui va à nouveau avoir lieu, voilà, en octobre. Il y a à Montier-en-Der, je sais pas si c'est un endroit que tu fréquentes, mais c'est un festival de photo animalière qui a lieu en novembre, qui est un peu incontournable, qui est le plus gros événement en France, même en Europe, sur la photo animalière. Donc, Il va y avoir des occasions de te ouais, des choses comme rencontrer, ça. et pour moi et pour Ouais, les auditeurs aussi. Et bah, j'espère qu'on se c'est ça. croisera tous au salon de la photo et j'essaierai de trouver un moyen d'organiser quelque chose pour réunir tout le monde à cette occasion. On verra Avec grand plaisir. avec les copains des différents stands si on peut monter quelque chose. Merci beaucoup, Laurent. Ok. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.